Oui, juste un mot avant de commencer. Je veux vraiment pas que vous preniez ça pour la mise en scène. Je trouve que faut dire merci aux artistes quand on les aime et qui sont encore là. Et je suis très fier. Je suis très fier que cette grande dame m'ait prêté cette sublime chanson sur laquelle les images se sont collées les unes après naturellement. Voilà, merci Marie. Alors c'est mon tour. Je travaille avec Christophe depuis des années, c'est mon photographe. Et en fait, à force, on est devenus des amis. Et en fait, moi, je voulais juste le remercier de m'avoir associé à quelqu'un qu'on aime et qu'on admire depuis longtemps dans notre famille. Mes enfants qui sont là aujourd'hui ont grandi avec Michael Jackson. Et merci à toi de m'avoir associé à lui. C'est une superbe idée. Je te remercie. Voilà. Bon après-midi à tous. Merci. Je dois vous avouer que je ne pensais pas voir Marie-Myriam aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de vous voir. Pourquoi ? Parce que vous êtes la dernière Française à avoir gagné l'Eurovision. Ouh là là. Et je dois vous dire qu'on attend la suite avec impatience. Parce que ça fait 34 ans. Hein. 34 ans cette année. Mais je pense que le représentant de cette année, regardez, il est pas mal. Il s'appelle Amaury Vassili et il est à contre-courant et c'est très bien. D'accord, super. Alors, bon, Christophe... on va pas la retenir, c'est l'anniversaire de Richard. C'est l'anniversaire de mon fils, alors c'est pour ça que je suis juste venue vous dire combien je l'aime, lui, et surtout combien je l'aime, lui. Voilà. Merci à vous. Bon après-midi. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci beaucoup. T'as bien fait de... Et comment vous faites pour tenir ? Il fait une chaleur. Ça, il faut que ça gueule sur Internet demain, madame la productrice. Christophe. Alors, vous l'avez vu, Christophe, très ému tout à l'heure en entrant. Il est tellement modeste. Il m'a demandé, je le dis pour ça, il m'a demandé de ne pas le présenter. Il m'a dit, c'est pas la peine de me présenter, c'est pas la peine de me présenter. Alors, je vais quand même te présenter. Parce que quand même, tu mérites d'être présenté. Tu as fait un travail. Ton truc en l'air, c'est ça. Comment ? Sinon, je fous tout ton truc en l'air. Voilà, c'est ça. Sinon, mes fiches ne servent à rien. Mon travail de toute une vie. Alors, non, j'en fais un peu trop. Alors, tu es graphiste, illustrateur, photographe et fan du King of Pop. Ça, on l'a compris. Tu as réalisé plus de 3000 clichés de Michael Jackson. Faux 6. Comment ? Faux 6. Pour l'instant, d'archiver 6000. D'archiver 6000, mais 3000, d'accord. À la précision pour les internautes qui nous écoutent. Ensuite, du coup, tu as fait également des pochettes d'albums, des supports promotionnels pour le chanteur. Aujourd'hui, tu mets régulièrement tes talons, on l'a vu, notamment au service de Marie-Myriam. Il y a également Sheila, Jamel Debbouze et d'autres encore. Et tu es également directeur artistique des magazines One et Série Mag. Je ne me trompe pas jusque-là. Tout est vrai. Et bien sûr, ils ont tous pu ici voir tes clichés. Dans l'espace galerie. Ça ? Je vois pas plus loin que la 3e ligne, c'est frustrant. C'est fait exprès. Merci. Et ça, évidemment, Christophe, c'est parce qu'on a mis les plus beaux devant. Alors, on le sait. Voilà. Alors, tu étais déjà fan de Michael Jackson, toi, avant de collaborer avec lui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as été approché par Michael pour collaborer avec lui ? Parce que c'est le titre, justement, de cette conférence. Collaboration. C'est pas lui qui approche les gens. C'est toujours difficile de définir le truc concrètement. C'est une série de présences, d'accidents, de machins. Mais je pense que tout part du Kéops, que beaucoup connaissent ici, puisque c'est dans l'album historique. Qu'on a vu sur les images tout à l'heure. Ouais. Je pense que le démarrage de l'histoire, c'est ça. C'est une rencontre avec Laurent et Julien pour monter un magazine qui était quand même assez novateur à l'époque, parce que faire un magazine sur un seul artiste, ça n'existait pas beaucoup, il faut bien l'avouer. Avec un demi-calcul, parce qu'on savait très bien à l'époque que Michael était suffisamment fédérateur pour qu'on puisse au moins survivre, si ce n'est d'en vivre. Et puis ça a démarré très vite. Il est tombé amoureux très vite du Kéops. Et puis il a demandé à nous rencontrer très vite. Et voilà. Et tout a démarré de là. Et après, c'était un engrenage pendant je ne sais pas combien d'années.
Voilà. Tu as l'air de dire ça tellement simplement, puis après il nous a contactés. Comment tu l'as ressenti, toi, quand tu as appris que Michael Jackson était intéressé déjà par ton travail? Je ne peux pas résumer ça à la façon de dire il nous a contactés. D'abord, c'est faux. Et puis, c'est tellement multiforme, ça s'est présenté de façon tellement différente que. Bon, voilà, c'est ce que j'aurais la capacité de dire, voilà, ça s'est passé à tel endroit, machin. Non, c'est pas une science exacte, on n'a rien calculé. Voilà, c'est une image qui tombe entre ses mains, c'est un courrier, un concert qui passe pas très loin de la France, sur lequel Laurent et Julien se sont rendus et effectivement se sont retrouvés à un moment donné devant lui, alors que c'était pas forcément la demande au départ. Voilà, puis ça va très vite, hein, donc c'est une vie qui passe très très vite. Sa vie est passée très très vite, la mienne avec. Hein, je veux dire, voilà. Alors il y a des fois, peut-être des années plus tard, effectivement, où on a eu des demandes, machin, etc. Mais voilà, le démarrage, c'est quelque chose d'un peu abstrait qu'on maîtrise pas. Si on le calcule, ça marche pas de toute manière. Voilà, donc. Est-ce que tu te souviens de ta première rencontre physique avec Michael Jackson et comment ça s'est passé? Indéniablement, c'est en reportage et c'est Rotterdam, la photo qui sert à l'affiche du meeting. La photo où je suis complètement naïf et innocent et que je débarque là-dedans au milieu des photographes de presse pro où je refuse de mettre les mousses aux oreilles et que je me prends l'explosion du grippin en pleine tête et que je fais tout le reportage avec les oreilles qui sifflent. Et je sens derrière moi une espèce de truc physique, de foule, et je passe mon temps à me retourner, à m'excuser parce que comme je suis très grand et je vois des gens qui regardent mon dos, excusez-moi, je vous gêne peut-être un peu la vue. Voilà. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je me retourne et je me retrouve à 1m50, 2 mètres de Michael Jackson, raide comme un piquet. Ma première rencontre physique, vraiment, où je prends tout le charisme en pleine tête, appuyé par le contexte, appuyé par la foule derrière. Appuyé, ça, c'est un truc inoubliable, quoi. Et je crois que j'ai mis 40 secondes avant de démarrer de faire des photos. T'as eu peur de la rater, je suppose. Heureusement qu'il est resté longtemps fixe, hein, parce que j'aurais raté la photo, là. T'as eu peur de les rater, ces photos? Oh bah oui, ça, de toute manière. La pression était forte. Du début à la fin, de toute manière, t'as toujours peur de rater quelque chose, et puis t'en rates de toute manière des choses. Mais il y en a eu des ratés, hein, ce jour-là. Et la première, c'est là qu'il n'y a plus de pile au moment où tu dois... Ah, ça c'est... Moi, j'ai eu à un moment donné une expérience à Monaco, où je me suis retrouvé... dans l'engrenage du mec qui est géré en même temps que les photographes de presse, c'est-à-dire tout au fond de la salle, où j'ai shooté, et puis à un moment donné, j'ai dit, bon, après tout, voilà, vas-y, rentre dedans, je veux dire, tu sais qui t'es, tu sais ce qu'on t'a demandé, machin, etc. Je commence à jouer des coudes, j'arrive, je vois la sécurité, excusez-moi, je suis là pour lui, etc. Et je me retrouve à 1 mètre de la scène, et il me restait 2 photos dans mon appareil. J'ai fait mes 2 photos, je suis reparti en pleurant, très très fatigué, très énervé, et ça c'est très frustrant. Et vive le numérique. Alors ça, c'était la première rencontre physique, si je puis dire, pendant un concert. Et sinon, la première fois que vous avez eu l'occasion de travailler, de parler de ton travail, comment ça s'est passé? Ça ne doit pas être évident, hein, parce que tu pars quand même... C'est pas évident. Moi, c'est toujours le truc qu'on me demande, c'est la première fois ou la dernière fois. Et moi, c'est une vie entière, donc j'ai toujours une première, une dernière fois d'un truc. C'est tellement multiforme, ça s'est passé tellement... Si je parle des 4 jours que j'ai passés sur le tournage de Stranger... on va en parler tout à l'heure. Oui, bon voilà, c'est quand même, je suis quand même dans une proximité. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que j'étais dans une intimité, mais voilà, j'ai vécu le truc. Il y a eu le moment où on était dans la chambre d'hôtel, un peu serrés tous les 4. Voilà. Raconte-nous, ça m'intéresse, ça vous intéresse, non? On va à Los Angeles, on est convoqué dans un hôtel, on rentre dans une chambre toute petite d'ailleurs, avec une espèce de lit à baldaquin, et on était tous les 3, Laurent, Julien et moi. Et on fait le résumé de nos projets. On était là pour des choses concrètes. On devait concrétiser le coffret Ghost et avoir le courage de lui demander de mettre On the Line sur le single. Enfin, voilà, on avait préparé tout un tas de trucs. Et au moment, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est au moment où Laurent a commencé et on a entendu une petite voix fluette nous dire presque salut les gars, comment vous allez? Et on s'est retrouvés à 4 dans une toute petite chambre avec Michael assis sur le lit et on a tenu la conversation. Je ne sais pas combien de temps ça a dû durer, mais dans ces cas-là, ça vous paraît une éternité. Vous passez les montagnes russes, c'est-à-dire qu'au début vous dites putain qu'est-ce que je fais là, et puis après vous êtes là ah quand même hein, et vous passez votre temps à faire ça, des vagues et machin, et puis bon après ça passe et puis on rentre dans un vrai protocole professionnel avec un vrai échange de vrais projets, tout ça, et puis voilà quoi. C'est ça
C'est ça le secret. Ah, j'aime bien, moi j'adore Christophe Bouille nous parle de ça, tout timide. Oui, puis on était à 4 dans la chambre, c'était bien. Mais moi j'aurais été... Ouah Non, mais il n'y a aucun intérêt de dire, voilà, je suis déjà un enfant gâté. Je veux dire, j'ai eu la chance d'être là au bon moment, peut-être dans les premiers, au moment où ça se construisait, d'être au moment de l'âge d'or, c'est-à-dire qu'il était au mieux, quoi, je veux dire. Et puis voilà, et puis je vais pas en prix m'en rajouter en disant, excusez-moi, c'est quoi que là, ça n'a aucun intérêt, quoi. Et puis un jour tu pars pour Moscou. Raconte-nous ça. Comment ça, je pars pour Moscou? Tu pars pour Moscou. Tu vois très bien de quoi je vais parler. Bon. Qu'est-ce que tu allais faire à Moscou? Ouais, non, c'est un échange. Ça fait partie du moment de la vie de Black and White où c'était l'échange, c'est-à-dire que Black and White prenait beaucoup d'initiatives, que ce soit à travers les écrits de Laurent ou mes travaux à moi. Et puis est arrivé ce moment de la pochette du single. Je pense que il n'était pas très très satisfait de tout ce qui sortait en single jusqu'à présent. Il lui tenait absolument à avoir cette photo. Le problème, c'est que cette photo appartenait à un photographe qu'il avait viré quelques mois auparavant. Et spontanément, j'ai dit, moi j'adore aussi, mais c'est vrai qu'il faut la théâtraliser, il faut la mettre avec un fond de Moscou et tout ça. Et Laurent a pris son téléphone et on a parlé effectivement du projet. Et faites-le, voilà, et le projet s'est réalisé. On a pris l'avion avec les preuves, on l'a présenté à Monsieur Jones. Monsieur Jones était ravi, et voilà. Et je pense que l'échange, voilà, il n'allait pas nous dire merci, bonjour, ça n'a pas d'être passé. On est rentré dans une espèce de chose simple, je veux dire normale. Ça me paraissait normal. Je veux dire, voilà, ça paraissait une démarche naturelle de la suite de ce qu'on était en train de construire. En plus, on était effectivement je dirais à l'apogée, je pense, de Black and White. Je pense qu'on a fait le meilleur numéro sur Stranger in Moscou. Paradoxalement, c'est celui qu'on a le moins bien vendu. Comment maîtriser ça, je ne sais pas, mais voilà, c'est ça, Moscou. Et qu'est-ce que tu retiens de Moscou? Trop de choses. Ce que je retiens de Moscou, c'est plein de choses. C'est son regard protecteur, c'est ce truc sidérant. Tu l'as souvent répété, ça, son regard protecteur. Oui, j'ai passé ma vie à le voir en train de regarder si je prenais du plaisir à être là, quoi. C'est vraiment l'impression que ça me laissait. C'est-à-dire que si je m'éloignais un peu, que j'étais un peu loin, rapproche-toi. Et puis, je me souviens surtout ce qui m'a beaucoup marqué, ce que je vous ai mis, parce que pour moi c'était très important au début de la vidéo, où on voit cette photo, où on voit ce gamin qui a fait beaucoup polémique ces derniers temps, qui était un grand brûlé et qu'on comprend pour lui d'ailleurs maintenant qu'il a disparu, et qui était là sur le plateau. Et ce jour-là, j'étais vraiment très très perturbé. J'avais pas envie de mitrailler, j'avais pas envie de me montrer. Et le regard qu'il me lance, c'est. Moi, je l'ai interprété comme ça. Je pense qu'il regarde si vraiment ça me met pas trop mal à l'aise. Il sait que je suis mal à l'aise. Moi, je l'étais mal à l'aise. Mais voilà, je savais pas si je devais être indécent, shooter l'événement, machin, etc., ou si je devais rester. Voilà, j'ai photographié quand même. Le jeune homme est au premier plan, un peu flou, machin. Je voulais pas faire un truc défigurant, machin. Et puis ça reste des souvenirs incommensurables. Voir Michael en intimité comme ça sur un plateau de tournage avec ce garçon, c'est énorme. On n'a pas envie d'être impudique dans ces moments-là. Voilà, quoi, je veux dire. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur Michael, justement? Toi, Michael qui était vraiment un homme d'image. On passe une vie entière à apprendre sur Michael Jackson. C'est un mec énorme, c'est hors du commun. C'est une vie entière de projets, de culture, d'intéressement, de recherche, de voilà. Peut-être un peu moins à partir de 1090, 100 000, je ne sais même plus calculer. 2000, on va dire. Et puis, voilà, c'est une vie entière il n'a pas été le numéro 1 pour rien, quoi. C'est quelque chose on apprend tout le temps. Quoi. Enfin, comment tu as géré, peut-être que des fans qui se seraient trouvés dans ta position se seraient posé cette question, comment tu as fait pour gérer le fait, toi, d'être à la fois fan, surtout fan avant de rencontrer Michael Jackson, et ensuite de travailler avec lui? Je sais pas, c'est peut-être un don, j'en sais rien. Je sais pas. Effectivement, j'aurais pu péter les plombs, j'aurais pu... je crois que moi, ce qui m'a sauvé, c'est avant tout la passion de ce que je faisais. D'essayer de m'acharner à faire les photos le mieux possible, à essayer de faire des illustrations qui n'étaient pas forcément les plus belles, mais quelque chose qui voulait dire quelque chose. Le chaos, c'est resté très, très symptomatique, parce que c'est vrai que c'est une des premières fois où on sortait son visage du contexte.
qu'on en faisait autre chose, qu'une espèce de gimmick thrillerien. Il fallait être culotté quand même pour mettre son profil sur une statue, machin, et ça lui a super plu. Et voilà, mais c'est pas calculé, c'est du travail, c'est de la réflexion, c'est pas réfléchi très souvent, et puis des fois on réfléchit, puis on se plante, on n'avance pas. C'est plein de choses, quoi. Voilà. Tu as réussi à voir un petit peu les exigences artistiques de Michael Jackson? Oh, oui. Et quelles étaient-elles justement ces exigences? Pas forcément des exigences artistiques. Moi, je crois que je suis la preuve. Je suis pas le seul, hein, on est des milliers à avoir travaillé avec lui, mais je suis une preuve que quand il délègue, c'est à fond. Il m'écoute pas, hein. S'en fout, hein. Alors, il vient de dire que je Et n'écoutais pas. du coup, je sais même plus ce que je veux dire. Alors, c'est de sa faute, vous en prenez à lui. Hein. Alors, mesdames et messieurs, comme j'aime beaucoup Christophe, je vais dire sa dernière phrase. Il ne délègue pas. C'est bien ça ta dernière Ouais, phrase? non. Si, non, au contraire, justement. Tu vois, t'as rien compris. Je ne ferai plus jamais le blague. Voilà. Il délègue énormément. Par contre, il est, voilà, je l'ai déjà expliqué à la télé. Je pense que bon nombre de vous a vu ce passage où il est très concret, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, moi, ça me fait rire les histoires récentes où on dit que c'est Sony qui gère. C'est quand même un peu marrant, quoi. Je veux dire, moi, je l'ai vécu. Je veux dire, je sais que quand Michael veut quelque chose, ça va au bout de sa volonté. Je veux dire, voilà. Alors maintenant, voilà, je ne veux pas spéculer. Je n'étais pas là non plus. J'ai pas tout vu. Peut-être qu'effectivement, à un moment donné, il a moins géré les choses et on décide à sa place. Ça me paraît un peu étonnant quand même quand on est à la tête de tout ce qu'il a produit. Voilà. Quand on est son propre patron. Voilà. On sait que Michael Jackson était tout le temps suivi par des lumières, des spots, du maquillage, etc. etc. Oui. Il soignait vraiment son image. Est-ce que toi, tu as réussi, dans un moment peut-être d'intimité, à vraiment avoir des clichés de Michael Jackson au naturel? Est-ce que c'était possible? Bah, même quand il est avec ses éclairages, il est au naturel. C'est Michael Jackson. On n'est pas en train de parler de Monsieur Dupont, quoi. Je veux dire, il est. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que par exemple, j'en vois beaucoup qui sont. Et c'est légitime. On peut être fasciné par ce genre de photos. Ça, c'est pas le problème. Chacun voit. Mais les photos, par exemple, qui ont servi à l'élaboration de la statue, qui sont un peu, on dirait, des photos de police où il est absolument pas coiffé, pas machin, des trucs qui n'ont aucun intérêt pour moi artistique, quoi. Bon. Ça fascine dans le sens où c'est effectivement du jamais vu et qu'on a l'impression de toucher un petit peu à son intimité. Maintenant, c'est pas joli, quoi. Et ça, lui, quand c'est pas joli, passe à autre chose. Je pense que c'est son souci premier et sa façon de respecter l'extérieur et tout ce qu'on lui donne et cette popularité qu'on lui a donné, cette notoriété, cette façon d'avoir été Michael Jackson, c'est de respecter l'image, quoi. Et il était extrêmement perfectionniste là-dessus, ça c'est évident. C'est évident. Tu m'as dit un jour qu'en voyant n'importe quelle photo de lui, il pouvait savoir s'il y avait une retouche ou pas. Est-ce que c'est vrai? Oui, non, parce que c'est toujours sur des petits détails. C'est pas des retouches, on le défigure. Moi, mes photos de l'expo sont pas retouchées. Je veux dire, je vous défie de mettre le nez dessus, vous verrez le grain photo, et une retouche, ça se voit tout de suite. C'est, comment dire, mais il y a toujours effectivement la petite tache qui est placée bien au bien endroit, quelque chose qu'on arrive à deviner. Je ne veux pas rentrer dans son intimité, j'ai pas besoin de dialoguer de ça, j'ai pas envie de lui parler de son vitiligo, j'ai pas envie de... Ça se devine, ça se vit, ça se voit. Et on sait très bien que de toute manière, si on pousse la perfection qui souhaite à éliminer ce qui a été oublié, c'est le plus heureux du monde. Voilà, c'est tout. Voilà. Et je l'ai su concrètement quand j'ai rencontré Rebecca Jackson à Paris, qui m'a fait hurler de rire. Qui m'a fait une blague très caricaturale, un peu exagérée, et qui m'a dit, bon, quand j'ai commencé à faire des photos d'elle, et qui m'a dit, je te fais confiance, hein, tu me fais comme à mon frère. Voilà. Ah ben, ils voulaient tous ressembler à Michael, Voilà. Ce qui est un peu normal. Voilà. Tout le travail que tu as fait avec Michael ces dernières années, on est en 2011, hein, je t'apprends rien du tout. Pourquoi tu décides de le publier seulement, de l'exposer seulement maintenant, ce travail, tous ces clichés? Vaste question auquel j'ai Vaste répondu toute question. la journée. Il veut ma mort, là. Bah, je crois que les gens qui sont là, c'est la raison principale, déjà. Parce que, là, excusez-moi d'avoir craqué un peu au début, mais il y a des choses qui se passent que j'ai envie de dénoncer à ma manière. Et ma manière d'un moi de dénoncer, c'est de faire les choses. Voilà. J'ai pas envie de tout mélanger. J'ai pas envie qu'on mélange l'artiste et l'homme. L'homme, si des gens veulent gérer ce qui se passe, le procès, l'autopsie, le machin, bon, chacun est libre, je n'ai pas à juger qui que ce soit, et voilà. Mais il ne faut pas tout mélanger. Je pense qu'on ne peut pas enterrer l'artiste
ne plus rien faire, ne plus rien dire, ne plus et je pense que si les gens estiment que je porte en moi un dixième de légitimité, je ferai tout pour la partager. Je trouve ça injuste de laisser ça dans un tiroir et de l'enterrer avec. Ça n'a aucun intérêt. Moi, je ne vais pas m'auto-flatter à regarder mon travail toute ma vie. Maintenant, c'est très difficile. Moi, je leur ai donné des conditions draconiennes. Je n'ai pas envie d'être taxé de ce que j'ai entendu de tous les gens qui ont entrepris. Tout le monde connaît publiquement ce que je pense de Rachid Ferrach ou de machin, bon, voilà, ou X ou Y. Maintenant, je ne vais pas passer ma vie à les persécuter. Chacun est libre. Qu'on ait son propre discernement, qu'on fasse nos propres choix. Moi, je suis là aujourd'hui pour proposer un pan de ma vie, 12 ans de collaboration. Les gens font ce qu'ils veulent, sont contents, tant mieux. Ils ne sont pas contents, tant mieux aussi. C'est un choix personnel. Mais je le fais avant tout pour qu'au final, ce qu'on retienne de lui, c'est ça. Et pas autre chose. Et pas l'oubli, en tout cas. Christophe Boulmé, tu as une anecdote qui m'a fait sourire, voire mourir de rire sur un fameux concert au Japon. Est-ce que c'est la première fois que... Non mais je l'adore. J'aimerais que les gens l'entendent, cette fameuse anecdote. Tu ne veux pas nous raconter? J'ai du temps pour la rallonger un peu ou oui, pas? Oui, on a le temps, on a le temps. On va la mettre en théâtre, hein, parce que là, franchement, si je commençais à avoir l'impression de me répéter, quoi. Tu te répètes. Fais comme s'il y a au moins une personne qui ne savait pas dans la salle. C'est le privilège de l'âge. Merci de votre soutien. C'est 18 heures d'avion, sans fumer, sans dormir, avec les chaussettes qui puent. On arrive dans une ville où les gens vous méprisent totalement, ne vous parlent pas un mot d'anglais et en même temps vous offrent un thé en plein dans le métro. Merci. On va se restaurer dans un restaurant juste à côté du Dôme avec Laurent et l'attraction du restaurant, c'était un garçon déguisé en baseballeur américain qui se donnait des coups de batte sur la tête. Les Japonais étaient morts de rire et nous on se regardait avec Laurent en disant aïe 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 aïe. Voilà, ça c'est tout le contexte. Le Dôme, avec ce public extrêmement discipliné, où il n'y en a pas un qui bouge, où il n'y a pas un papier par terre. Quelques jours auparavant, j'avais fait Rotterdam, je faisais Jésus sur la bière et les joints. Et là, je me retrouve dans un... Il n'y a pas... Voilà. Et j'entends le bruit d'une foule. Hein. Je me dis, pour une fois, la bande-son, elle est passée derrière. Et je suis dans un contexte extrêmement fragilisant parce que vous le savez tous maintenant que j'étais un des premiers à être autorisé à photographier le grille-pain et je me suis retrouvé tout seul. Donc la pression commençait à devenir très forte. Et je me suis concentré, le concert démarre, je connais le truc par cœur, j'entends le bruit de la panthère, je sais qu'à la fin du paf, il saute. Je shoot, machin, voilà, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Je ne sais pas encore ce que j'ai shooté, mais tout se passe bien pour moi. Là arrive le truc confortable où il ne bouge pas d'un piquet, donc j'essaye de me déplacer, de faire des gros plans, des machins, etc. Je suis très, très à l'aise. Arrive le moment donc, où il enlève ses fameuses lunettes, où il bouge la tête, il enlève ses lunettes très délicatement. Ils l'ont. Voilà. Et là, je me repasse un petit peu en angle, je change un peu d'angle, j'essaie de faire un effet de contre-jour, parce que je dis que ce n'est pas le seul concert que je vais faire, donc je vais essayer c'est comme les photos qui sont pareilles dans Black and White, il est en contre-jour, la lumière est derrière, où il est un peu dans la pénombre, les lunettes, il y a un peu de reflet, et au moment où il plie les lunettes et qu'il les jette, je vois le voile des lunettes me passer sous le nez. Pour une fois, je baisse mon appareil et je les vois effectivement tomber, mais sous mon nez à quelques mètres. Et le concert démarre, il commence à chorégraphier, tout ça, et j'ai passé mon temps, et je vous le jure, c'est vrai, j'ai passé mon temps à enjamber les lunettes pour pas les écraser avec mes pieds. Pour dire à quel point je suis concentré quand même. Hein. Et à la fin, parce que bon, je suis pas resté quand même non plus une éternité, à la fin de mes 3 chansons, voilà, j'ai toujours dit adieu aux lunettes, et je tourne la tête, et je voyais les gens qui étaient... Donnez-les-moi, donnez-les-moi. Et c'est au moment de sortir dans la salle, quand je me suis croulé dans le métro, parce que je n'avais pas dormi, j'étais sous pression, j'étais crevé, machin, j'ai dit, mais t'as peut-être oublié quelque chose là-bas. Voilà, c'est ça. Vous voyez que c'était drôle. Christophe Boulmé. Comique.
Franchement, je ne sais pas comment vous faites pour tenir, hein, parce que... Ça chauffe. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé la description du Japon. C'était passionnant. Ça m'a donné envie d'y retourner. Il va nous faire tout un meeting là-dessus. C'est ça. Meeting sur le Japon et les baseballeurs qui frappent, je ne sais pas. Bref. Alors, des questions pour Christophe dans le public, peut-être, sur le travail qu'il faisait avec Michael Jackson. Je pense que le public est décédé. Non, où tout était clair. Il fait chaud, je crois. Je pense que le sauna a fait son effet, là. C'est bon. Bon, peut-être une question Internet. Et après, je viens à vous. Une question sur Internet, puisque je vous rappelle qu'on est en direct sur Internet. Christophe Boulmé. Alors, une question de Lorraine et Nana. Christophe, quel est le plus beau souvenir que tu gardes de Michael Jackson? Quelle image d'homme et nom de l'artiste gardes-tu? Bonne question. Laurel et... Je leur enverrai un petit message en rentrant. L'artiste, moi je vous le dis, hein, je me considère comme la symbolique de ce qu'il était, c'est-à-dire que je suis un mec qui vient de rien, qui partait de rien et qui a eu une jolie vie. Voilà, ça c'est l'artiste. C'est quelqu'un extrêmement cultivé, extrêmement délicat. J'ai l'impression de vous dire des choses que vous savez déjà de toute manière. L'homme, je dirais rien parce que j'ai pas cette prétention. L'homme, ça lui appartient. Moi, je suis là, je représente Black and White, je représente 12 ans de graphisme, de 15 ans de collaboration avec l'artiste. L'homme, non. L'homme, c'est Michael. Une question. Michael. Allez, on va prendre peut-être une ou deux dernières questions. J'ai pas envie de perdre le public. Rebonjour Christophe. Bonjour. Je voulais savoir, la période Invincible, Oui. au Madison Square Garden, tu y étais donc? Non. Tu y étais pas? Non. Laurent y était alors? Oui. Et les photos? Oui. Non, moi j'ai énormément travaillé en amont sur le Madison Square Garden et tout ça, machin, mais j'ai pas pu me déplacer. En fait... et voilà. Et les photos de Black and White, elles sortent d'où alors? Il y a eu des photos d'agence, il y a eu Arnaud aussi qui est venu faire des photos là-bas, mais ça a été une période très très courte pour lui. Ouais. Donc voilà, et puis c'est vrai que lui, il est arrivé un peu pour nous soutenir et pour un peu reprendre la relève et tout ça. Donc voilà, il y a eu plein de choses. Et donc cette période, je sais que Laurent est revenu du concert, et les échos que tu as eus, Michael était comment? Enfin, je veux dire, on le sentait ailleurs, on voyait que le concert n'était pas... je vais vous faire une confidence. Cette période d'Invincible. Je vais vous faire une confidence, j'ai passé 12 à 15 ans de ma vie où je n'ai jamais parlé de Michael avec Laurent. On les vivait les choses, vous voyez ce que je veux dire? On les vivait, on n'avait pas à en discuter. Jamais on s'est posé dans un resto pour dire ah tiens il est comme ci, machin. Vraiment jamais. J'ai eu comme tout le monde, j'ai participé au Madison de la façon dont ça a été transmis à la télé machin. Effectivement, voilà, ils ont fait le voyage. Après, je savais que Laurent allait faire son travail dans Black and White, donc j'allais accéder à tout ce qu'il a vécu aussi dans Black and White puisqu'il était là-bas pour ça. Donc voilà. Parce que dans Black and White, juste, on a le ressenti que Michael était moins bien quand même quand on lit les... ça, mais tout le monde l'a vu. Ouais. Non, mais même dans les écrits de Black and White, quoi. Quand il est arrivé, je veux dire, chancelant, ce serait hypocrite de dire qu'il ne se passait pas quelque chose, c'est évident. Juste là, cette période, tu sentais la fin de carrière ou pas? Enfin, la fin ou pas? Moi, je ne suis pas devin. Non, mais le ressenti, comme tu l'as Le ressenti, on l'a eu professionnel, je veux dire. Le ressenti... quand Bob Jones est parti, on n'a jamais eu les détails des affaires, des machins, des choses comme ça, mais bon, Bob Jones est parti, le service de communication est de plus en plus fermé. De plus en plus, on sentait qu'on disait aux chanteurs arrête, t'es le meilleur, arrête de travailler avec tes fans. Les choses ont changé, voilà. Et puis les temps ont évolué. Et puis c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec un bon nombre d'années où il n'y avait pas d'activité musicale. La vocation de Black and White, c'était quand même ça. Je veux dire, c'était parler de l'artiste. Donc forcément, comme on n'avait pas grand-chose à dire, on intéressait à moins en moins de monde. Ça me paraît évident. Donc voilà, c'est la fin de carrière de nous, de machin. Michael, je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête. Je ne pourrais pas le parler à sa place. Je ne me permettrai jamais, quoi. Voilà. Maintenant, j'ai vu les images comme tout le monde. Effectivement, j'étais très inquiet, quoi. Comme tout le monde. Hein. C'est pareil. Merci à toi.
Alors, rebonjour Christophe aussi. Bonjour. J'ai une petite question. En fait, quelques mois après le décès de Michael, Laurent a sorti un ultime numéro Black and White. Oui. Et à ma connaissance, tu n'as pas participé. Bien sûr que si, c'est moi qui l'ai fait, bien sûr que si. Ah bon? Oui, oui. Et non, mais il parle je tout le long. Et j'ai pas eu l'impression. Mais c'est son histoire, c'est normal. Oui, c'est son histoire, moi, mais mon est-ce histoire, qu'il y a elle parle. un moment où tu as envie de mon histoire, elle raconter ton parle. histoire. Non, mais mon histoire, elle parle à travers mes images. C'est ça, Captain Neo Productions, c'est ça, Black and White. Maintenant, demain, si. Moi, je dis pas, peut-être que je vais faire une biographie, mais enfin, bon, là, si vous voulez ma mort tout de suite. On va attendre qu'elle s'en aille. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est normal, l'ultime, c'est ça. L'ultime, le concept, c'est qu'on raconte le plus sincèrement possible ce qu'a été l'histoire de Black and White. Même pas celle de Michael. Ce qu'a été l'aventure de Black and White. Nous, et c'est l'image que Laurent a trouvée, que j'ai trouvée magnifique, on était les enfants perdus. On est un truc, on n'a pas vu le temps passer pendant 12-15 ans, et d'un seul coup, d'une violence inouïe, on est face à la réalité. C'est-à-dire qu'on est... voilà, Laurent l'a vécu à sa manière, Julien l'a sûrement vécu à leur manière, ils pourraient vous le raconter s'ils en avaient envie, mais je crois qu'ils ont une manière de faire leur deuil qui leur appartient. Moi, j'ai envie de me bagarrer pour partager. J'ai leur plein accord. Je suis là avec eux, avec vous. Je veux dire, je ne suis pas autonome. Je le communique avec eux. Je leur demande, pas la permission, mais au moins, voilà, on échange. Non, le numéro ultime, c'est un travail, c'est une collaboration. Tout Black and White, ça a été une collaboration pendant. Voilà. Moi, ma partie, c'est la direction artistique, c'est les images, c'est la création, c'est la disponibilité, c'est plein d'autres choses. Laurent, c'est normal qu'il dise je. Parce que c'est de lui dont il parle, c'est de son histoire. Voilà. Ça répond à votre question? Une question Internet, s'il vous plaît. Mon oreillette. De Lorraine et Nana, je m'occupe de vous. De Je m'occupe de vous G. quand je rentre à la maison. Alors, une question Je de les Franck embrasse. G. Y a-t-il eu des projets avortés en collaboration avec Michael, et si oui, lesquels? Déjà, je ne vais pas le dire parce que si jamais ça ressort, je serais un peu couillon. Mais oui, évidemment, il y a eu plein de... Il n'y a pas eu... Il y a deux choses. On pourrait parler des projets avortés artistiquement. Ça existait, évidemment. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Je pense que la pochette de Smile avait été refusée parce qu'effectivement, à l'époque, je ne savais pas qu'il avait fait une séance photo où il s'était mis en scène en Chaplin. Donc c'est vrai que de réinventer l'image en montage en Chaplin, ça faisait redite et voilà, et bon, ça a été abandonné. Maintenant, il y a eu plein d'autres projets, plein d'autres choses qu'on a élaborées ensemble. On devait travailler sur ce que vous avez eu dernièrement, l'opus et machin, etc., et bien des années avant, pour des raisons X ou Y qui n'ont pas abouti. Et puis voilà, puis il y a des projets qui sont dans les tiroirs, et puis peut-être un jour. Dans Acte. Voilà. Et encore deux dernières questions. Je serais incapable. Vous savez, franchement, je serais incapable de répondre à votre question. Je serais incapable de répondre à votre question. La dame, pour ceux qui n'ont pas entendu, la dame demandait quand est-ce que je l'ai rencontré pour la dernière fois. Parce que moi, je suis un garçon qui a une tendance à faire des patchwork de ses souvenirs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme c'est des moments un petit peu, comme je le raconte tout le temps. C'est vrai que je me répète un peu, ça va très très vite, c'est un tourbillon, etc. Je ne sais pas si c'est à Munich, je ne sais pas si c'est quand on s'est vu pour tel truc, je ne sais plus si c'est... c'est vrai que je ne suis pas... Et là, ça va rejoindre votre question de tout à l'heure par rapport à Laurent, parce que lui, il a une mémoire, une chronologie incroyable. Moi, je suis un bordelleux dans ma tête, c'est fou. Oui, bonjour Christophe. Bonjour. Moi, il y a juste un truc qui m'a interloqué dans ce que tu as dit. Oui. Tu as dit, c'est pas vrai, il faut pas dire que Michael est commandé par Sony. Mais dans ce Non, cas-là... c'est pas ce que j'ai dit. Faut pas croire que c'est Sony qui a refusé les photos. D'accord. Parce qu'il me semble que Michael était quand même dépendant de Sony dans le sens où, par exemple, l'album Invincible ne s'est Bien pas sûr, bien vendu. Mais bien sûr. Et c'est bien à Mais cause de Sony. aucun d'entre vous, au jour d'aujourd'hui, pourrait dire que vous n'avez pas vu le sabotage de Sony par rapport à l'album. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Il y a des choses contractuelles, il y a des choses... Mais là, attendez, moi je vous parlais d'une autre époque tout à l'heure.
Je ne vous parle pas de cette période-là. Ok, on Nous, s'est le mal compris. déclin, vous savez, 2001, 99, 2001, où Bob Jones s'est fait virer, tout ça, on a tout fait pour nous enterrer. Donc, on a vu la naissance de Nation of Magic, on a vu notre communication avec lui baisser, parce qu'on a voulu l'isoler, tout ça. Mais tout ça, tout le monde l'a observé, clairement, honnêtement, je veux dire, effectivement. Moi, je vous parle d'une période, je vous parle de la période de Stranger. Je vous parle de celui-là, celui qui, effectivement, décide. Maintenant, voilà, je vous dis, je ne suis pas présent pour vous dire qu'à partir de 2000, effectivement, il était totalement contrôlé. Je n'ai aucune prétention là-dessus. Je le devine, comme vous. Mais je ne pourrais pas l'affirmer, quoi. Ça me paraît relativement évident, vous avez raison. Mais voilà, je ne vous parlais pas de ce Michael-là. C'est ça. Allez, on va essayer de prendre une dernière question, Monsieur Boulmé. Oui, monsieur Radine. Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce que tu pourrais revenir sur la création de l'affiche de Ghost? Parce que je crois qu'il y a eu deux Oui. affiches. J'ai le souvenir d'un poster dans Black and White où il y avait Oui. le squelette, Oui. donc le squelette de Michael qui tenait la tête, pardon. La tête, oui. Et Oui. aussi, Bah, ça la- fait partie justement des choses avortées, tiens, si vous voulez un Ok. exemple. Et puis il y avait la fameuse Voilà. pochette du single En History fait, Ghost. ce qui s'est passé, c'est qu'on était, cette période-là dont je vous parle, c'est de ce Michael-là que je vous parle. On était au Georges V à l'entrée. Michael, oui, forcément, il était là. Julien et moi. Moi, j'ai un anglais de vache espagnole, donc je capte ce que je veux. Mais on s'est retrouvé face à quelqu'un de très enthousiaste qui a raconté avec un enthousiasme incroyable à Laurent son projet. Il nous a raconté le court-métrage, il nous a raconté qu'un squelette dormait sur un dalier qui ressemble un peu à un échiquier, des vrais détails, des vrais trucs comme ça. On était... moi, j'en comprenais le quart, donc c'était très frustrant. Et puis après, voilà, on se retrouve tous les trois. Un bon bout de temps après, et Laurent, avec le même enthousiasme, nous retranscrit tout ce qu'on nous a dit. Moi, je suis rentré direct à la maison. Je n'ai ni vu le clip, ni une image, ni quoi que ce soit. Je n'avais que la transmission de Michael et de Laurent directement. Et à l'origine, pour être très honnête, l'illustration, je l'ai réalisée pour créer l'événement et faire un nouveau poster et donner un nouveau élan à ce projet via Black and White. Et du coup, ça s'est servi de test parce qu'il l'a vu très vite, il est tombé amoureux très vite de l'illustration et c'est devenu très vite officiel, quoi. Je veux dire, voilà, ça s'est passé comme ça. Merci beaucoup. Merci Eh bien, beaucoup. c'est sur ce transition, c'est sur ce chef-d'œuvre que nous nous quitterons. Merci. Merci d'applaudir Christophe Boulmé. Juste, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Christophe, merci beaucoup. Et les photos sont encore visibles, bien sûr, à l'espace galerie là-bas. Voilà, merci. Je vous rappelle qu'il y a encore une conférence à 20h sur la voix de Michael Jackson. Donc, à tout à l'heure peut-être. Merci.